Voici mon fils, Johnny. Comme l'a dit Théo, quand il a été diagnostiqué en 1996, je ne savais rien de l'autisme. Je suis linguiste, je suis correspondant étranger et je ne connaissais même pas le terme d'autisme. Je me suis lancé dans la recherche. J'ai créé Looking Up, un magazine mensuel, et tout cela a coïncidé avec le débat sur l'autisme qui pouvait être causé par le vaccin combiné rougeole, oreillons, etc., qui a été un grand débat dans les années 90. Mais je peux vous dire que ce vaccin combiné n'est pas responsable de l'autisme. Et si vous vous demandez s'il faut vacciner votre enfant, vaccinez l'enfant. Rougeole, oreillons, rubéole, ROR. Parce que la rougeole peut tuer. Et ça me met en colère. Tout ce débat sur le vaccin ROR me met en colère. Car cela redonne naissance à... Enfin, cela suscite beaucoup de culpabilité chez les parents. Et cela me fait remonter d'ailleurs assez loin en arrière, années 50-60. Voici mon ouvrage qui est sorti en 2010, non, en 1910, sinon je serais vraiment très très vieux. Voici les points clés de ma présentation. On accuse les professionnels ont accusé les parents d'avoir causé l'autisme de leur enfant. Ça a commencé par Kanner en 1943 dans sa publication de l'époque. Et les parents étaient résolus à rectifier, à corriger cette horrible accusation qui a conduit à... Enfin, cette détermination a conduit à la création des premières associations en matière d'autisme. Et nous entendrons beaucoup parler de Lorna Wing, qui est une personnalité éminente dans le domaine, et c'est elle qui a nous a véritablement fait comprendre l'autisme. Et malheureusement, les relations entre les parents et les professionnels dans le domaine de l'autisme, ces relations n'ont jamais été faciles et dans certains pays du monde, les parents et les professionnels se retrouvent encore de part et d'autre de la barrière. Il y a encore beaucoup de stigmates attachés à tout cela. Et quand j'ai fait des recherches pour écrire mon livre, je me suis rendu dans une centaine de pays de par le monde et j'ai rencontré des parents qui m'ont dit que d'autres parents ne voulaient pas vivre. Enfin, il y avait des parents qui ne voulaient pas que leurs enfants vivent aux côtés des enfants autistes parce qu'ils pensaient que l'autisme était contagieux. Et ils y croyaient vraiment. C'était en Chine ou en Inde, je ne me souviens plus exactement. Très brièvement, avant d'en arriver aux parents, j'aimerais saluer ici les contributions des deux grands pionniers professionnels dans le domaine de l'autisme. Hans Asperger, tout d'abord, qui a écrit bien avant Léo Kanner. On parle toujours de la publication de 1943 de Léo Kanner, et de la publication de 1944 de Hans Asperger. Mais on sait désormais, et j'ai passé une journée avec la fille d'Asperger à Zurich, qui m'a montré des documents démontrant qu'Asperger avait utilisé l'expression psychopathologie autistique dès le début des années 30, donc plus de 10 ans avant l'article de Kanner. Je ne passerai pas trop de temps à vous parler du travail de Kanner parce que je pense que vous le connaissez, mais ce sont des travaux très importants. Voici enfin, si vous voulez, je pourrais vous donner un exemplaire papier de mes diapos. Donc, je n'entrerai pas dans les détails concernant cette publication de 1943. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que Kanner accusait les parents. Au début, il a commencé par accuser les parents. Il parlait de la froideur et du détachement des parents des enfants autistiques dans son étude historique de 1943. Il a toujours accusé les parents. Mais
Voici un extrait d'une interview atroce qu'il a donnée à Time Magazine en 1960. Il a dit « Les enfants autistes sont les enfants de parents froids et rationnels qui se sont dégivrés pendant juste assez longtemps pour produire un enfant. » Voilà Kanner. Et il a nié en même temps qu'il ait accusé les parents. Mais voilà, c'est noir sur blanc, il accuse les parents. 1973, l'édition 1973 de son ouvrage Childhood Psychosis and New Insight, il a écrit à nouveau « La frigidité émotionnelle dans la famille des enfants autistes suggère qu'il existe un facteur lié à l'expérience dans la genèse du trouble. » Donc il l'a répété. Bien sûr qu'il écrivait à une époque où l'on partageait ses idées, mais on me dit toujours, mais ça ne l'excuse pas, on me dit toujours il faut comprendre le contexte historique et en tant qu'historien de l'autisme, il faut progresser. Mais c'est ridicule, c'est comme si vous me disiez il faut comprendre Hitler parce qu'il vivait à une certaine époque qu'il avait influencé. Mais ce n'est absolument pas vrai. Kanner était quelqu'un d'extrêmement intelligent, il aurait pu progresser, il aurait pu dire certaines choses bien avant qu'il ne les ait dites. Voici un extrait d'un discours fait aux États-Unis par Kanner devant une association de parents d'enfants autistes. Je vous acquitte en tant que parent. On m'a cité un mauvais escient plusieurs fois. On a toujours déformé mes propos et on a toujours dit que c'était la faute des parents. C'est ce qu'on m'accusait de dire, mais je ne l'ai pas dit. En fait, j'essayais de soulager l'angoisse des parents face à ces spéculations. J'ai passé une journée avec Leo Eisenberg, le collègue de Leo Kanner, à Boston. C'était un privilège extraordinaire. Et quand je lui ai demandé, quand je lui ai parlé de ces accusations de Kanner à l'encontre des parents, il s'est rangé du côté de Kanner. Et il m'a dit que Kanner pensait que la notion que l'autisme était inné, c'est-à-dire congénital, a retardé l'acceptation de l'autisme parce qu'à l'époque, la psychiatrie était entièrement psychogénique dans son orientation. À présent, Hans Asperger, dont la fille vit ici à Zurich, en Suisse, et j'ai passé une journée en sa compagnie. Elle a écrit dans un ouvrage contenant beaucoup d'autres éléments très intéressants. Je n'entrerai pas trop dans les détails au sujet des découvertes que j'ai faites qui n'entrent pas tout à fait dans le cadre de cette présentation. Donc, Asperger travaillait dans les années 30 et selon sa fille, il avait lui-même peut-être des caractéristiques du syndrome qu'il a décrit. Il aimait bien être solitaire, etc. En 1938, 6 ans avant l'article que tout le monde cite, l'article de 44, un article très intéressant publié par Asperger. Il utilise exprès un vocabulaire de style nazi pour tromper les nazis. Mais en fait, ce qu'il disait, c'est que ces enfants sont anormaux d'une certaine manière, mais qu'ils ont d'énormes contributions à apporter à la société. Ici encore, je peux vous remettre un exemplaire de ma présentation si vous voulez la citation exacte. Voilà, ça c'était... maintenant, à l'écran, vous avez un extrait de l'article de 1944. Comme vous le savez sans doute, le syndrome d'Asperger ne constituera plus une catégorie distincte dans le DSM-5 lors de sa publication l'an prochain. Ça a suscité une polémique. Je sais qu'il y a certains qui approuvent tout à fait cette idée et d'autres personnes avec le syndrome d'Asperger ont besoin de cette étiquette, d'autres ne l'aiment pas du tout. C'est une question complexe et je n'ai pas le temps d'en parler maintenant.
Alors, les points forts des recherches d'Asperger, il n'a jamais accusé les parents, contrairement à Kanner. Il a reconnu qu'il y avait un grand nombre de variations dans cette condition. C'est notre cas maintenant. Nous parlons du spectre des troubles autistiques grâce à Lorna Wing et son travail de la fin des années 70. Très tôt, Asperger a compris et accepté que les manifestations étaient multiples. Kanner avait un jeu de critères très restreint auquel il s'en est tenu jusqu'à la fin de sa vie et il estimait que ceux qui disaient le contraire diluaient sa description du syndrome. Certains aujourd'hui disent que le spectre est maintenant trop large. Asperger acceptait également la différence. C'était une qualité humaine qu'il manifestait. Passons maintenant à Bruno Bettelheim. Parce que, bon, Bruno Bettelheim n'était pas le premier à accuser les enfants, c'était Kanner. Mais il a institutionnalisé ces accusations avec son école orthogène, avec son livre, un best-seller, The Empty Fortress, publié en 1967. Il a été canonisé carrément par la presse, par les médias. Tout le monde l'encensait, les professionnels étaient nombreux également à le soutenir. Il voulait, en fait, séparer les parents de leurs enfants parce que les parents représentaient la mauvaise influence. Il a dit que le facteur déclenchant de l'autisme dans l'enfance était le souhait du parent que l'enfant n'existe pas ou n'existe plus. L'on m'a dit que Bettelheim s'est tourné vers un des élèves de son école orthogène à Chicago. Il y avait une grande statue en pierre dans la cour de l'école. Et Bettelheim s'est tourné vers l'un des enfants et a dit « Tu vois, cette statue, c'est elle est comme ta mère, froide et dure. » Voilà qui était Bettelheim. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que certains parents adoraient son livre. Il faut le dire, peut-être que certains parents estimaient qu'il décrivait l'autisme tel qu'ils le connaissaient. Cela explique peut-être le grand nombre de ses adeptes. Alors, la force de l'influence de Freud aux États-Unis, les réfugiés européens arrivaient dans leur grand nombre avec Freud dans leurs valises. Ils étaient scientifiques, philosophes, ils sont arrivés emprunts déjà des idées de Freud qui se sont répandues aux États-Unis par la suite. Et il y avait cette résistance qui perdurait pour l'acceptation des facteurs génétiques plutôt qu'émotionnels. À la période des nazis, l'on ne voulait pas dire que les gènes pouvaient avoir une influence sur le comportement parce que ça avait des relents d'eugénisme, qui était bien entendu si aimé des nazis. Alors, on préférait dire que les facteurs étaient émotionnels. Ensuite, l'on avait l'impression que si une affection était causée par les parents, que l'on pouvait dénouer cette affection. Vous connaissez l'ancienne présidente d'Autisme Europe, directrice de l'organisation italienne, et qui m'a dit que les parents italiens préféraient croire qu'ils avaient causé l'autisme de leur enfant parce qu'on pouvait inverser le processus, tandis que si c'était génétique, il n'y avait rien à faire. En France, la situation est particulière, la situation historique, c'est que les psychoanalystes faisaient en général partie de la résistance, alors que les généticiens collaboraient en grand nombre avec les nazis, ce qui a fait perdurer, à mon avis, l'approche psychogénétique à l'autisme.
Dans certaines régions, Tours, ça va, mais à Paris, la situation est encore assez difficile. Dans son livre, The Empty Fortress, Bettelheim a attaqué Kanner qui disait que l'autisme était un trouble biologique, car il ignorait là l'une des grandes leçons de Freud en manquant de poser la question sur les motivations personnelles. Kanner a contre-attaqué et il a dit que ce n'était pas une forteresse vide, mais un livre creux. C'est bien fait. Chapeau. Et puisque nous sommes à Genève, je devrais vous dire qu'il s'est basé sur les travaux de Jean Piaget. Je ne veux pas de mal à Jean Piaget. Je me permets de le répéter. Je n'accuse pas Piaget d'avoir alimenté la philosophie de Bettelheim, mais Bettelheim a cité Piaget lorsqu'il parlait d'une de ses patientes célèbres, Marcia. Et Bettelheim ne s'est jamais ravisé. Il n'a jamais changé d'avis sur les causes émotionnelles de l'autisme. Thomas Kemper, qui, avec Margaret Baumann, a mené les premières études en 1985, études sur l'autisme et le cerveau. Il avait dit à Bettelheim qu'on avait découvert une anomalie dans le cerveau. Est-ce que ça ne change pas votre avis? Et Bettelheim lui a dit non, non, il y a deux types d'autisme, le vôtre et le mien. Francesca Happy m'a dit que Bettelheim est venu prononcer un discours à Londres à la fin des années 80. Il ne devait pas parler d'autisme, mais à la fin de sa conférence, une dame s'est levée dans le public et a dit le docteur Bettelheim, c'est très intéressant, mais quid de vos travaux sur l'autisme? Êtes-vous toujours d'avis que les parents sont les fautifs? Et il a dit oui, évidemment, à 100%. J'en suis fermement convaincu. Ça, c'était à la fin des années 80. Voilà. Nous arrivons maintenant, nous allons parler d'une des grandes personnalités de la recherche sur l'autisme et un parent d'une personne autiste. Lorna Wing avait une fille, Suzy, atteinte d'une forme d'autisme grave qui est décédée à l'âge de 50 ans. Voici une photo de moi et de Lorna chez elle dans le Sussex. Elle a déménagé parce que malheureusement elle a perdu son mari John. Elle a déménagé dans un petit appartement. Elle vit seule. Voilà. Lorna à une époque heureuse. J'adore cette photo. Lorna m'a montré une série de théières en plastique qui était la collection de sa fille Suzy. Elle adorait faire semblant de verser le thé. Alors, j'ai une question pour le public. Est-ce que ce n'est pas un jeu d'imagination? Elle préférait utiliser une théière en plastique qu'une vraie théière. Alors, je crois que les enfants autistes étaient incapables de faire semblant. Bon. Si vous voulez que l'on en parle après, je serai là toute la journée. Jusqu'à la fin des années 1950, c'est une citation de Lorna Wing sur la situation, parce qu'elle était l'une des grandes pionnières de la création de la Société nationale d'autisme en Grande-Bretagne, qui était l'une des premières associations de parents dans le monde. Donc, jusqu'à la fin des années 50, le grand public ignorait tout concernant l'autisme, et on pouvait dire la même chose de la plupart des professionnels, même les psychiatres et psychologues. Sur les quelques-uns qui s'y intéressaient, un grand nombre avaient l'impression que ces enfants pouvaient être normaux, mais que leurs parents étaient froids, distants et ils s'étaient repliés sur eux-mêmes. Il était difficile d'avoir un diagnostic, les parents n'étaient pas encadrés, les enfants pouvaient être exclus de l'école s'ils avaient des difficultés d'apprentissage ou des comportements perturbateurs. Il n'y avait pas d'école adaptée
aux enfants avec autisme. À cette époque, pour la plupart des parents de petits-enfants avec des troubles autistiques, l'existence était bien maussade et on était très isolés. On n'avait aucune source d'information de soutien. Les choses ont commencé à évoluer dans les années 60 pour deux raisons. La première étant l'avènement d'une enquête scientifique sur les troubles autistiques qui a démontré que les enfants avaient de vraies incapacités derrière qui sous-tendaient leur comportement étrange. Et cette approche était très différente des théories passives que l'on avait jusque-là. Et l'autre grande raison de cette évolution était la création de cette première association de parents, NAS, au Royaume-Uni. Et à ce moment-là, il y avait déjà une harmonie, déjà une entente entre les parents et les professionnels. Je vous ai dit, je laissais entendre que parfois les parents et les professionnels se sont trouvés de part et d'autre de la barrière, mais à ce moment-là, surtout au Royaume-Uni, les professionnels ont été impliqués très rapidement dans l'association des parents, comme Lorna l'a dit. Elle dit même que très vite, il y avait presque autant de professionnels que de parents. Le professeur M. Michael Rottek, Lloyd Botek, on a utilisé ses études et très rapidement au Royaume-Uni, l'on a compris que les parents et les professionnels devaient travailler en partenariat. Malheureusement, cette philosophie n'a pas gagné du terrain dans les autres pays, pas très rapidement. Voilà l'étude de Lorna et de Judith Gould, 1979, à Camberwell, dans le sud de Londres, étude dans laquelle elles introduisent, ou elles parlent pour la première fois de l'idée d'un spectre autistique et des incapacités. L'étude a fait couler beaucoup d'encre et continue de le faire, mais lorsque j'ai voyagé dans différents pays, ce que les parents m'ont dit le plus souvent, c'est lorsque vous verrez Lorna Wing à Londres, remerciez-la, s'il vous plaît. Nous la remercions du fond du cœur parce qu'elle nous a quasiment sauvé la vie avec son livre qui est sorti en 1971. Parce que le premier livre publié en espagnol, en Espagne, sur l'autisme, était The Entry Fortress. Donc, le seul livre que les parents avaient à leur disposition à ce moment-là était le livre de Bettelheim. Et 5 ans plus tard, le livre de Lorna Wing a été traduit et a changé du tout au tout les attitudes sur l'autisme. Cela a rassuré les parents et leur a appris qu'ils n'étaient pour rien dans les difficultés qu'éprouvait leur enfant. Je sais que nous sommes en Suisse et je suis conscient de l'importance des horloges, des montres et donc du temps en Suisse et je vais essayer de respecter le mien, mon temps de parole. Voici quelques-unes des autres associations de parents qui ont été créées de par le monde. L'association danoise a été créée en 1962. Je dois absolument citer deux femmes formidables que personne ne connaît, mais je les nomme dans mon livre. Le Dr Birthe Høgbras, on l'appelle Trilla, et Elsa Hansen. Le mari de cette première dame était l'organisateur de la résistance au Danemark. En 1972, Brask a publié l'une des premières études épidémiologiques sur l'autisme avec de forts liens à Lorna Wing. Elsa Hansen a fondé l'école de Copenhague en 1964. Il s'agissait de la première école pour ce qu'on appelait à ce moment-là les enfants psychotiques et la première école de tous les pays nordiques. Mais bon, maintenant, nous savons que ces enfants sont en fait autistes. Et il y avait un grand conflit entre ces deux femmes danoises parce que il y avait des quartiers entiers de Copenhague qui étaient dévoués à la psychanalyse, tandis que Aarhus, le fief de Blosk, avait une réflexion plus organique.
Hansen a fait un discours un jour et lorsqu'elle quittait l'estrade, on l'a entendu dire « Et maintenant, je vais aller au fond de la salle pour ne pas avoir à écouter les âneries de Beate Blask ». Donc, le conflit entre ces deux professionnels était très personnel. La société irlandaise a été créée en 1963. Fait bizarre, après un premier regain d'enthousiasme en Irlande, les services sont restés très insuffisants, surtout pour les adultes qui sont pour la plupart restés dans des institutions psychiatriques. La situation a beaucoup évolué depuis. Je n'ai pas le temps de vous parler de l'Australie ou de l'Écosse, mais il y aurait beaucoup de choses à dire et vous pouvez d'ailleurs trouver ces informations dans mon livre. Nous allons maintenant parler d'une autre région où nous avons eu de grands pionniers pour les parents, Bernie Rimland, Ruth Sullivan aux États-Unis. Il y avait bien entendu d'autres grands pionniers parmi les parents, Claire Claiborne Park, autre personnalité éminente qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelait Le siège en 1967 au sujet de sa fille Jessie. En fait, elle a caché son identité en utilisant un autre prénom. C'était un livre important parce qu'il a montré que les parents d'enfants autistes pouvaient être très chaleureux et très aimants et à quel point il était difficile pour eux d'avoir l'écoute des professionnels. C'est une écriture très humaine et dans ses livres, Claire Claiborne Park parle des professionnels froids ou réfrigérateurs par opposition aux mères réfrigérateurs. Bernie Rimland, qui nous a quittés malheureusement, avait un fils autiste qui s'appelle Mark, qui est un artiste talentueux aujourd'hui, et le fils de Ruth est Joe Sullivan. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Joe Sullivan. Joe Sullivan est l'un des modèles du personnage de Raymond Babbitt dans le film Rain Man. C'est lui qui arrivait à compter les allumettes. Vous vous souvenez de cette scène dans Rain Man où Dustin Hoffman compte les allumettes qui sont tombées par terre? Voilà, c'est basé sur Joe Sullivan. Je l'ai vu en Virginie occidentale, chez lui, et j'ai essayé de le convaincre de compter des allumettes, et il a refusé. Bon, ça valait la peine d'essayer. Ça valait la peine d'essayer. J'aurais bien voulu voir ça. Mais ses aidants m'ont dit qu'il ne le fait plus. Il est devenu plus social et au fur et à mesure qu'il a plus de contacts sociaux, il a perdu un peu ses caractéristiques de savant, ce qui soulève toute une autre question, un autre débat. Est-ce que ce sont des arbitrages? Si l'on devient moins autiste, est-ce qu'on perd ces compétences-là? Je sais que dans le cas de Nadia, par exemple, cette fille de Nottingham qui a commencé à faire des peintures qui ressemblent aux peintures rupestres, et lorsqu'elle a acquis la parole et tout ça, elle a arrêté de dessiner. Mais je sais que c'est très complexe. Monsieur Treffort, qui est l'expert mondial en la matière, un ami, nie que cet arbitrage existe, que cette évolution existe. Mais bon, je l'ai vu pour ma part dans plusieurs cas. Donc, Bernard Rimland, qui a écrit un livre formidable en 1964. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Ce livre est encore valable à bien des égards, surtout parce qu'il raconte ses études biologiques précoces. Il s'était fixé pour mission de démolir l'approche de Bettelheim en démontrant que l'autisme était un trouble organique et qui n'était aucunement causé par les parents. Il est devenu un héros, à juste titre, même si plus tard, il s'est lancé dans des théories peu scientifiques, des méthodes biomédicales.
qui sont vendus par des charlatans qui devraient être radiés de la profession et qui ne devraient plus avoir le droit d'exercer. Mais malheureusement, ils sont toujours là. Voici un extrait du livre de Rimland. Il dit qu'il semble qu'il y ait une hypothèse, que l'on prenne pour donner que les personnalités des parents constituent les seules preuves pour l'argument environnemental, mais apparemment, les personnalités des parents sont trop spécifiques pour être déterminées biologiquement et ne peuvent donc pas être transmis génétiquement. Nous savons maintenant, grâce à des études sur les jumeaux, sur les études de Rumstein et Forster en 1977, et surtout des études sur les vrais jumeaux, que si un jumeau est autiste, l'autre jumeau a 90% de chances d'être autiste. Pas 100%. Donc, il y a évidemment autre chose dans l'équation, mais il y a un très fort risque génétique et non pas émotionnel. Et voici ce que Bernard Rimland a dit devant le congrès d'ouverture ou le premier congrès de l'Association de Washington en 1969. D'ailleurs, cette première réunion des parents de Washington en 1969 coïncidait jour pour jour avec l'arrivée de l'homme sur la Lune. C'est peut-être pour cela que les médias l'ont très peu repris. Juillet 1969, Neil Armstrong qui a marché sur la Lune. Il faudrait tisser un tissu qui serait si fort que personne ne pourrait le déchirer et nous déchirer. Voilà Rimland qui voulait que les parents soient soudés, que les parents tissent ce tissu qui ne pouvait pas être déchiré. Et de l'autre côté, nous avions Ruth Sullivan qui parlait avec moi en Virginie occidentale. Elle disait, oui, les parents s'entre-déchirent des fois, cela existe même dans le milieu de l'autisme. Il y a des conflits dans toutes les organisations humaines, mais je pense qu'il y a plus de passion dans une organisation qui travaille sur l'autisme que dans toutes les autres associations pour les autres maladies ou troubles. Et c'est vrai, les parents d'enfants avec autisme sont extrêmement passionnés. Nous avons entendu parler d'Eric Schopler. Et je suis certain que M. Marcus va en parler également. C'est le fondateur de Teach. Il a fondé Teach pour faire contrepoids, pour lutter contre le travail de Bruno Bettelheim. Très rapidement, il a compris le rôle essentiel des parents dans le processus d'éducation de l'enfant autiste. Il fallait utiliser recherche et travailler avec l'autisme et non pas contre l'autisme. D'autres méthodes, bon, l'ABA, je vais le dire, je vais le nommer, semblent travailler à l'encontre contre l'autisme et ne vont pas dans le sens de l'autisme. Mais malheureusement, l'ABA est très suivi dans le monde. C'est injuste, c'est dommage, c'est très utilisé en Chine. Je préfère de loin la philosophie Teach. Mais l'ABA semble avoir gagné du terrain dans certains pays. Pour moi, c'est inexplicable, je ne comprends pas. Voici deux des parents Teach, Bobo Warren, Betty Camp et Brenda, qui était une collègue du professeur Schopler. Toutes les trois aimaient admirer Schopler. Bobo Warren m'a raconté une histoire incroyable. C'était un petit déjeuner pour collecter des fonds. Je suis sûr que tu t'en souviens. En Caroline du Nord, au début du mouvement de Teach, et le gouverneur est arrivé en retard. Est-ce que tu étais là? Oui. Le gouverneur est arrivé en retard et il a été obligé de s'asseoir avec les enfants autistes et le fils de Bobo, George, a passé le reste du petit déjeuner à donner des petits bouts de pain au gouverneur. Et
Après, le gouverneur a dit « Je ne ménagerai aucun effort pour trouver un moyen d'aider ses parents ». J'aurais bien voulu faire l'accent de Caroline du Nord, mais j'ai un peu honte devant lui. J'ai déjà parlé des problèmes en France, les années 80. Tous les pédopsychologues et pédopsychiatres étaient formés en psychoanalyse. Seule l'Argentine arrive à ce niveau de 80%. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Sandrine Bonner, un film très puissant, intitulé « Elle s'appelle Sabine », qui nous montre des scènes de Sabine qui joue du piano, le prélude de Bach, avant d'aller en institution, et quelques années plus tard, après son internement, elle ne se souvient pas de la musique. C'est très puissant et très triste. Voici un documentaire sur l'autisme qui s'intitule « Le mur ». Je pense qu'il a été interdit. N'est-ce pas? Il y a une controverse juridique, oui. J'ai eu l'occasion de le voir avant et ça a donné aux psychiatres britanniques l'occasion de montrer leur stupidité en citant le film sur les psychanalystes. Voilà l'Espagne, exemple de bonne coopération entre professionnels et parents. Isabelle Bayonas, Angel Rivière. Isabelle Bayonas a créé APNA chez elle, à son propre domicile à Madrid. C'est une personnalité très intéressante. L'une des premières toreras espagnoles. Bayonas, c'est torera. C'était l'une des seules femmes toreros en Espagne. Angel Rivière peut tout vous dire sur le Real Madrid. Il connaît toutes les dates. Et si vous lui donnez votre date de naissance, il s'en souviendra encore 10 années plus tard. Isabelle Bayonas a créé APNA et elle a dit que cette association était protégée des anges. Les deux Angel, en fait, Angel Rivière au milieu et Angel Diaz Cuervo. Angel Rivière était un poète de talent, un violoniste. Il est mort tragiquement en 2000 à l'âge de 50 ans. Un homme d'un immense intellect, une grande curiosité intellectuelle, une personnalité extrêmement séduisante, en grand cœur, beaucoup d'humanité, beaucoup de compassion. C'est Angel Rivière qui a introduit le concept de trouble du développement en Espagne pour l'autisme. Angel Diaz Cuervo, il est encore en vie, bien sûr. Je l'ai vu à Madrid il y a à peine quelques semaines. C'est un grand défenseur de notre approche en matière d'autisme dans le monde scientifique. Amérique latine. Là, ce sont des pays où Jacques Lacan, Freud et Melanie Klein, toute la réflexion psychanalytique est la plus forte. C'est en Amérique latine qu'on trouve de plus en plus le plus grand nombre de concepts erronés en matière d'autisme, mais cela commence à changer. La situation au Mexique, là encore, les choses sont en pleine évolution. Edna Garcia m'en a parlé, mais il y a encore des poches de population qui considèrent que l'autisme est un problème du développement émotionnel. Alfonso Cuarón, qui a un fils, il a collaboré à un film de Harry Potter, il a un fils autiste. La situation en Afrique est épouvantable. Il y a des différences d'opinion, des différences au niveau tribal. Certaines tribus considèrent que l'autisme est une bénédiction, d'autres une malédiction. Des erreurs terribles subsistent en Afrique rurale, en Afrique du Sud, dans les campagnes. J'ai vu ou j'ai entendu parler d'enfants à qui l'on administre de l'acide hydrochlorique pour qu'ils recrachent, qu'ils vomissent l'esprit malin de l'autisme. En Afrique du Sud, qui est pourtant un pays avancé en Afrique.
En dépit des progrès auxquels nous avons assisté grâce aux parents et grâce à certains professionnels éclairés, il y a encore des erreurs. Certains professionnels qui se considèrent professionnels sont des charlatans qui profitent du désespoir des parents qui recherchent de l'aide pour leur enfant autiste en leur administre des chocs électriques. Il y a une école à Boston, au Massachusetts, qui utilisait jusqu'il y a peu des chocs électriques. Le packing, vous le connaissez en France, on applique encore ce traitement. On enveloppe les enfants autistes de draps mouillés, froids, pour essayer de les restreindre et de les calmer. Il s'agit d'un traitement qui est censé réguler les anomalies sensorielles chez l'enfant. C'est un projet qui est financé par le gouvernement français. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais voilà quelques exemples. Donc, on me chronomètre avec la précision suisse. Voici quelques héros, quelques parents qui sont des héros. Tian Weiping, en Chine, elle a créé la première école privée pour enfants autistes en Chine qui s'appelle Stars and Rain, Étoiles et Pluie. Elle lutte contre les autorités chinoises. Elle accuse les autorités chinoises de certains abus. Et Mary Barua en Inde, qui en a fait beaucoup pour faire comprendre l'autisme en Asie du Sud. Elle a lutté contre certains professionnels qui prétendaient que c'était un trouble rare. En 1995, on lui a dit qu'il n'y avait pas de personnes souffrant d'autisme dans tout le sous-continent indien. Les autorités lui disaient, eh bien, nous n'avons pas d'autistes en Inde, nous n'avons donc pas besoin de trouver de solution. Zemi Yunus, Éthiopie, elle a créé la première école d'esthétique en Éthiopie, mais aussi au moment où son fils a été diagnostiqué autiste, elle a créé le premier centre pour enfants autistes qui accueille aujourd'hui 72 enfants. Je ne vais pas gêner certains qui sont présents ici en parlant de ces deux personnes, mais je serai prêt à dire beaucoup de choses. Voilà, Hilde de Clerc, Théo Peters et Irène Knott, l'enfant. Et Marie-Jeanne Acieto également. Encore une minute pour faire un petit peu de publicité pour la conférence en ligne qui démarrera lundi. Conférence internationale en ligne. J'ai des dépliants. 60 organisateurs électroniques, 60 professionnels, 60 articles en ligne. Vous pouvez vous inscrire à l'adresse email qui vous est donnée. Dana Williams y sera, Lucy Hawkins, la fille de Stephen Hawking, d'autres encore, Daryl Treffert, Tito. À cette occasion, vous pourrez leur poser des questions. C'est une occasion extraordinaire d'interagir avec ces personnalités. Et en conclusion, les parents et les professionnels se rejoignent aujourd'hui pour dire, comme Théo l'a dit, que chaque enfant autiste est un individu. Et pour le dire autrement, tous les enfants autistes sont différents et ils sont aussi différents les uns des autres que les cabines de douche dans les hôtels. Et à chaque fois, il faut trouver comment ça marche parce que ça marche différemment à chaque fois. Merci beaucoup de votre attention.